Alors bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Donc, We choose to go to the moon. Pourquoi ce titre? Donc c'est la célèbre phrase prononcée par Kennedy en 1962, avec l'objectif de poser un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Alors on a choisi nous aussi d'aller sur la Lune, avec une exposition que la bibliothèque vous propose un peu sur la hauteur là, du Rolex. Et puis avec Space at Your Service, qui est une nouvelle association à l'EPFL, donc Loé va vous parler tout à l'heure. Nous avons mis en place en fait une série de conférences toute cette semaine. Et notre première intervenante aujourd'hui, c'est Chloé Carrière. Alors Chloé Carrière est étudiante en deuxième année de physique, mais elle a un CV bien rempli déjà dans le domaine du spatial. Elle fait partie de l'association Calista déjà. Ensuite, elle travaille au Centre spatial suisse, si je ne me trompe pas. Et puis elle est aussi présidente de cette association Space at Your Service. Et puis je la jalouse aussi un petit peu parce qu'elle a rencontré un des marcheurs lunaires. Mais là, je vais lui passer la parole tout de suite. Merci en tout cas. Merci Simon. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette exposition organisée par la Bibliothèque du Rolex. On va essayer de se chauffer un peu. Donc aujourd'hui, on célèbre les 50 ans de l'homme sur la Lune. Donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de frapper dans les mains de 2 personnes que vous ne connaissez pas dans la salle en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Allez, joyeux anniversaire. Génial. Alors, est-ce que vous avez un peu une idée pourquoi je vous ai demandé de faire ça? Non? C'est de participer. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, donc cet été, on célèbre les 50 ans de l'humanité sur la Lune. Donc aujourd'hui et cet été, ça sera à tous notre anniversaire. Ça fait pour nous tous 50 ans qu'on a posé le pied sur la Lune. Donc juste pour présenter un peu le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, je commencerai par présenter les missions Apollo et le retour sur la Lune. Et demain, on accueillera l'astronaute et professeur Claude Nicollier qui, lui, va présenter un peu plus en détail cet anniversaire, donc les 50 ans de l'homme sur la Lune. Ensuite, mercredi, on accueillera le professeur Pascal Jablonka qui vous parlera des trous noirs et des récentes découvertes. Donc la fameuse image que vous avez, à mon avis, vue beaucoup sur les réseaux sociaux peut-être? Non? Ouais, cool. Et ensuite, dernièrement, le professeur Georges Mélan qui va vous parler de demander la Lune et l'évolution humaine de la perception de la Lune. Ensuite, chaque conférence, ça sera suivi un peu d'une petite activité qu'on vous proposera. Donc ma conférence, elle sera suivie d'une observation du Soleil et de la Lune, si tout joue bien, qui se situe juste derrière, là, par l'association d'astronomie Calista. Demain, le Swiss Space Center, donc le Centre spatial suisse, vous proposera des lancements de fusées, juste là. Et après, ça sera aussi animé par des quiz, donc présentés par notre association Space at Your Service. Donc juste pour présenter très rapidement notre association, on est une toute nouvelle association de l'EPFL, on a été créé en mars 2019 et notre but en fait c'est la promotion des sciences du spatial, donc que ce soit astrophysique, astronomie, ingénierie spatiale. Et on organise notamment les Astronomies en Tape Lausanne, donc des événements de communication scientifique dans des bars. Donc il y en a eu à Satellite, il y en a eu au Sadwalk Café à Lausanne. Et finalement, on produit aussi de la science communication, donc des petites vidéos par exemple qui paraissent toutes les semaines pour vous apprendre tout ce qui s'est passé dans la semaine dans le monde du spatial. Et aujourd'hui, on est en collaboration avec la librairie de l'EPFL et on est vraiment très contents et on les remercie de nous avoir permis de vous présenter ces conférences aujourd'hui. Donc maintenant, on va commencer avec le vrai sujet, donc les missions Apollo et le retour sur la Lune. Donc, est-ce que quelqu'un sait combien il y a eu de missions Apollo en tout? Non? 17. Super. Juste une qui a loupé. Voilà. Donc, on va commencer aussi avec un peu d'icebreakers. Donc, on va faire un petit vote à main levée. Je vais vous demander quel drapeau vous pensez qui a été le premier sur la Lune. Donc, qui pense que c'est celui des États-Unis? Vous pouvez lever la main. Ouais. L'URSS. Si jamais c'est le drapeau soviétique, c'est pas le drapeau chinois, hein, je me suis pas trompée. Hein. Ouais. Et le drapeau suisse. Quelques-uns, des patriotes. Hein. Et il se trouve qu'en fait c'est le drapeau suisse qui a été le premier sur la Lune. Parce que pour la petite histoire, quand Apollo 11 s'est posé donc le 20 juillet 1969, la première expérience qui a été déployée, même avant
le drapeau américain, ce fut une expérience de l'université de Berne qui avait pour but d'analyser le vent solaire. Donc c'était une sorte de plaque d'aluminium qu'ils ont plantée dans le sol. Et il se trouve que la personne qui était responsable de cette expérience à Berne s'est amusée à graver un petit drapeau suisse sur cette plaque d'aluminium. Ce qui fait qu'en fait, le premier drapeau sur la Lune, c'est bien le drapeau suisse et pas le drapeau américain. Voilà, j'espère qu'au moins vous retiendrez ça de cette conférence. Donc pour me présenter un peu, Simon l'a déjà fait, mais du coup je suis en deuxième année de bachelor en physique ici à l'EPFL. Et je suis présidente de l'association Space Nature Service que je viens de vous présenter, et d'Astronomie en TAP. Et je travaille aussi pour le Swiss Space Center dans la promotion des sciences. Donc on va parler maintenant. L'homme sur la Lune, il y a 50 ans. Donc, pour aller sur la Lune, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de puissance. Il y a 50 ans, on utilisait une fusée qui s'appelait la Saturn V. Vous pouvez voir ici une représentation. Bien sûr, ceci n'est pas une taille réelle, mais c'est un Lego que vous pouvez trouver beaucoup maintenant dans les boutiques. Et en fait, cette Saturn V, elle mesure en réalité 110 mètres et elle fait 10 mètres de diamètre. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Et pour un petit fait sympa, c'est que cette fusée, elle est passée de dessin papier au vol en à peine 6 ans, ce qui est absolument énorme. C'est plus court que tout ce qu'on a jamais réalisé dans le monde du spatial. Et au niveau du prix, on peut voir que c'était quand même pas anodin. 1,6 milliard par vol. On se demande un peu comment est-ce que c'est possible d'avoir eu un tel budget pour les missions Apollo. Ça, on va le voir juste après. Donc, les Saturn V, elles étaient composées de 3 stages, comme on dit, donc de 3 parties. Et dans la partie tout en haut se trouvaient les astronautes. Donc, vous aviez le module de commande, où se trouvaient les astronautes au début, et le module de service, donc, si vous voulez, ici. Et ensuite, vous aviez aussi le module lunaire qui se cachait juste dessous. Donc, au moment de l'alunissage sur la Lune, 2 astronautes, donc généralement le commandant et celui qui s'occupait de conduire le module lunaire, allaient se retrouver dans le module lunaire, laissant tout seul un membre de l'équipage qui continuait d'être en orbite autour de la Lune. Et ils alunissaient avec ce petit module lunaire que vous pouvez voir ici. Donc tout ça, c'était utilisable qu'une seule fois, c'est-à-dire que par vol, il fallait tout refaire. Et donc 1,6 milliard par vol, ça venait de ci. Donc il y était une fois une magnifique époque qui s'appelait la guerre froide. On dit dans le monde spatial que c'est magnifique parce que c'est grâce à cette époque qu'on a pu faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On appelle aussi Space Race en anglais. Donc ça ressemblait donc le programme Apollo, le programme Gemini, le programme Mercury pour les États-Unis. Et après, vous aviez aussi donc l'Union soviétique qui ont d'ailleurs fait énormément de choses dans le monde du spatial en envoyant notamment le 12 avril 1961 le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Si jamais toutes les années, le 12 avril, il y a une grande célébration qu'on fait chaque fois dans un pays pour célébrer justement la première fois où l'homme s'est retrouvé dans l'espace. Il y a eu aussi beaucoup de différentes choses. Je suppose que vous avez tous vu dans vos cours d'histoire géo, mais comme moi, je ne me souviens pas du tout, j'ai noté quand même les dates. Donc vous avez l'URSS qui a envoyé donc, finalement le premier satellite qui s'appelait Sputnik et qui a été suivi très très rapidement par Explorer, donc le premier satellite américain. Ensuite, vous avez eu donc tout le programme soviète Luna, qui a envoyé aussi des satellites sur la Lune. Et donc le 12 avril, le premier homme dans l'espace. Mais aussi, en 1963, la première femme dans l'espace, ce qui est aussi un sacré exploit. Et donc le programme Apollo, qui a été développé suite donc, au speech de Kennedy, comme l'a dit Simon, a fait poser donc, le premier humain sur la Lune. Et je voulais juste vous montrer cette petite quote de Yuri Gagarin qui a dit « When I orbited the Earth in a spaceship, I saw for the first time how beautiful our planet is. Mankind, let us preserve and increase this beauty and not destroy it. » Et en fait, vous allez voir dans l'exploration spatiale, généralement, ce que les gens qui sont allés dans l'espace retiennent, c'est pas comment c'est magnifique là-haut, mais comment est-ce que c'est magnifique sur Terre. Donc c'est vraiment incroyable. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance dans cette exploration, tout ce qu'on retient finalement, c'est ça. Donc maintenant, Apollo en quelques images. Donc du coup, on a eu Apollo 1 qui fut la première mission Apollo qui malheureusement a fini en catastrophe avec un incendie lors d'un test de routine au sol qui a tué les 3 premiers astronautes d'Apollo. Suite à ça, il y a eu environ 7 missions Apollo qui n'ont pas été habitées en fait. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu des tests en orbite avec des Saturn V.
mais sans astronautes dedans. Ensuite, la mission suivante qui a été vraiment habitée, c'était Apollo 8. Apollo 7, pardon. Apollo 7. Ensuite, Apollo 8 qui a été envoyé autour de la Lune pour la première fois. Et ça, on a célébré les 50 ans en octobre 2018. Et cette mission a donné cette image-là, qu'on appelle Earthrise, qui a été prise en fait le 24 décembre 1968. C'est une des images qui est connue pour être la plus qui a eu la plus d'influence en fait sur l'humanité, parce qu'ils ont assisté au premier lever de terre. Contrairement à ce qu'on pense au lever de lune, il y a eu aussi les levées de terre. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est "We came all this way to explore the moon, and the most important thing is that we discovered the Earth." William Anders, qui était en fait celui qui était le commandant du module de commande, le pilote. Donc encore une fois, on voit que ce que les astronautes ont à la bouche, c'est que la Terre est magnifique et qu'on ne s'en rend pas compte avant d'arriver là-haut. Ensuite, donc on a eu beaucoup de tests. On a eu Apollo 9 qui ont été renvoyés, Apollo 10 qui ont juste été en orbite autour de la Terre, Apollo 10 qui est en orbite autour de la Lune et qui ont fait ce qu'on appelle un rehearsal. Rehearsal, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout comme s'ils allaient à l'unir, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, c'est un peu frustrant pour eux parce qu'ils étaient à ça de pouvoir marcher sur la Lune, mais ils ont fait juste une répétition pour que Apollo 11, après, puisse s'alunir sur la Lune correctement. Et Apollo 11, donc, ils ont décollé le 16 juillet 1969 et ils ont aluni le 20 juillet 1969. Ici, vous pouvez voir la photo avec le drapeau américain, mais qui n'est pas le premier drapeau finalement. Et aujourd'hui, on a une nouvelle photo de tous les gens qui sont partis vers la Lune, qui sont encore en vie. Et on peut tous les voir ici. Il n'y a pas beaucoup de marcheurs lunaires. Vous pouvez voir Buzz Aldrin ici, on le reconnaît à ses chaussettes. Vous avez Charlie Duke qui se trouve ici. Et vous avez Fred Haise, lui c'était le pilote du command module de Apollo 13. Apollo 13, est-ce que vous avez vu le film? Vous avez le droit de me répondre, hein? Ouais, ok. Eh bien, à vrai dire, c'est un peu hollywoodien, mais c'est quand même plus ou moins ce qui s'est passé. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur, en fait, qui nous a parlé beaucoup de ce film et qui nous a dit que c'était plus ou moins ce qui s'était passé, sauf qu'en fait, ils n'étaient pas du tout paniqués à l'intérieur. D'ailleurs, les photos qu'on voit de lui, ils sont tous en train de se prendre des selfies. Ouais, on va mourir, c'est cool, mais c'est bon, tout le monde gère. Je voulais parler aussi de quelques fun facts de la Lune. Donc en fait, quand on va sur la Lune, il y a un avantage incroyable, c'est que la Lune, elle a une très, très fine atmosphère. Ce qui veut dire que si on veut alunir sur la Lune, on peut descendre à une altitude très basse parce que le frottement dû à l'atmosphère ne va pas nous faire nous écraser. C'est-à-dire que pour choisir exactement où est-ce qu'on veut alunir, c'est plus facile que sur Terre. Sur Terre, c'est pas possible, pratiquement. Mais ceci a aussi des inconvénients. Parce que quand il n'y a pas d'atmosphère, du coup, il n'y a pas beaucoup d'absorption des rayons lumineux. Ce qui fait qu'en fait, sur la Lune, on peut voir vraiment très loin et de manière très claire. C'est pas comme sur Terre. Ce qui fait que les choses peuvent paraître très très proches, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que quand vous êtes sur Terre, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous voyez des gens, et du coup, vous pouvez évaluer les distances parce que votre cerveau connaît les distances. Mais quand vous êtes sur la Lune, vous n'avez pas toutes ces choses. Ce qui fait que, par exemple, vous voyez des grosses roches qui paraissent plutôt petites et plutôt proches, mais en fait, elles sont très très loin et très très grandes. Et en fait, une anecdote, c'est que Charlie Duke, donc le plus jeune homme sur la Lune, c'est le 10e marcheur lunaire en Apollo 16, ils ont voulu aller prendre en fait un échantillon d'une roche qui paraissait plutôt proche et d'une taille moyenne, et en fait, ils se sont retrouvés à devoir courir pendant très très longtemps parce qu'en fait, la roche était vraiment très loin et vraiment très grande. Ce qui a posé beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas un temps infini qui peuvent passer sur la surface lunaire. Donc du coup, ils ont perdu énormément de temps en fait à courir jusqu'à cette roche, puis revenir pour pouvoir repartir. Je voulais aussi montrer un peu cette quote donc, de Eugene Cernan, qui était le commandant d'Apollo 17, donc le dernier commandant à avoir été sur la Lune, qui a dit
This is a commemoration that will be here until someone like us, until some of you who are out there, who are the promise of the future, come back to read it again and to further the exploration and meaning of Apollo. En fait, la dernière mission Apollo, ils ont laissé une plaque commémorative sur le sol lunaire et ils se sont adressés en fait à des classes de jeunes aux États-Unis et partout dans le monde pour finalement que l'histoire d'Apollo continue avec nous. Et quand on leur parle aujourd'hui, ils n'imaginaient pas qu'il allait falloir attendre plus de 50 ans pour qu'on retourne sur la Lune. C'est assez incroyable, et même pour eux en fait. Donc maintenant, on va parler quand même du retour sur la Lune, parce que ça fait 50 ans qu'on est sur Terre, et qu'on n'a que 12 marcheurs lunaires, ça serait bien de grandir un peu ce nombre, n'est-ce pas? Donc qui aimerait aller sur la Lune un jour? Ouf. Allez, ça fait peur un peu. Ouais. Eh bien, on va essayer donc de vous montrer à ceux qui sont courageux comment est-ce qu'on pourrait y aller un jour. Donc la différence avec la guerre froide, c'est que maintenant le budget est très très restrictif. Pendant la guerre froide, c'était 4,5% du budget fédéral des États-Unis qui était dans la conquête spatiale, ce qui est absolument énorme quand on connaît le budget fédéral des États-Unis. Et maintenant, c'est moins de 1%. Parce que finalement, c'est plus une priorité politique pour eux d'aller sur la Lune ou sur Mars ou de développer la conquête spatiale. Ce qui fait que maintenant, la seule solution pour réussir à retourner sur la Lune, c'est d'unir en fait tous les pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La communauté spatiale, c'est une grande collaboration, comme on peut la voir avec la Station spatiale internationale. Eh bien, pour retourner sur la Lune, c'est pareil. En fait, chaque pays a un peu son rôle. Donc, par exemple, vous avez aux États-Unis la NASA et SpaceX. Donc, ce qui est aussi nouveau par rapport à avant, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de compagnies privées qui viennent. Et notamment SpaceX, qu'on entend vraiment beaucoup parler, mais vous en avez beaucoup d'autres. Vous avez aussi Boeing, Thales, qui s'occupent plus des missions spatiales. Vous avez aussi l'ESA, donc European Space Agency. Donc là, ça représente plus tous les pays européens, dont la Suisse. Roscosmos, donc ça, c'est l'agence spatiale de la Russie. Le CNSA, donc pour la Chine, et JAXA pour le Japon. Donc toutes ces compagnies, et il y en a beaucoup plus d'autres aussi, mais ça c'est plutôt les principales, vont s'unir pour nous aider à retourner sur la Lune. Il y a plusieurs projets. Donc SpaceX, son projet c'est Dear Moon, et ils veulent lancer ça en 2023. Donc ça n'a rien à voir avec remarcher sur la Lune, parce que c'est une navette qui aura pour but de faire juste le tour de la Lune, et ça sera ouvert pour les touristes, donc pour les gens comme nous. Bon, je ne vous dis pas que le prix du billet sera abordable, mais c'est possible un jour. Et donc leur but, c'est d'envoyer en 2023 en fait, des artistes. Mais Claude vous en parlera un peu plus demain, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Roscosmos, eux, ils travaillent sur donc, l'alunissage plus, donc le module lunaire pour allunir. JAXA, c'est pareil en fait. Ils travaillent aussi sur comment est-ce qu'ils vont allunir, mais depuis une sorte de station lunaire. Et eux, ils travaillent donc avec l'ESA et la NASA là-dessus. Et le Canada, eux, ils travaillent sur les rovers. Donc sur les rovers pour pouvoir se déplacer sur la surface lunaire. Étant donné que les EVA, donc les sorties extravéhiculaires sur la Lune, ça durait peut-être au maximum 10 heures. Généralement, c'était plus 7 heures. C'est pas facile d'aller en fait extrêmement loin, même s'il n'y a que 1/6 de la gravité, donc vous pouvez finalement vous déplacer en dépensant moins d'énergie. C'est pas facile de pouvoir choisir exactement où vous voulez. Donc le but, c'est de pouvoir se balader beaucoup plus facilement avec ces rovers ici. Mais du coup, les rovers, il faut aussi les amener jusqu'à la Lune. Il faut penser à tout ça. C'est un poids de plus. Et la NASA, eux, ils se spécialisent donc dans la capsule Orion, qui est aussi encore en train d'être construite et testée, qui aura pour but, en fait, d'être un peu le commande module d'Apollo, mais du futur. Donc, en fait, c'est avec cette capsule-là qu'on ira faire des tours sur la Lune, qu'on ira aussi se docker dans la station lunaire, dont je vais vous parler. Donc, on appelle ça the Deep Space Gateway. Donc, le Deep Space Gateway, c'est un mot un peu fancy pour dire, en gros, station spatiale, mais autour de la Lune. Donc, c'est beaucoup plus petit que la station spatiale internationale parce que ça pourra accueillir que 4 crews. Alors que la station spatiale internationale, il me semble que le maximum, c'est 8. Et ça sera donc en orbite autour de la Lune, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous avez les panneaux solaires qui vont vous aider à récupérer de l'énergie pour tout ce qui se passera à l'intérieur de la station. Vous aurez des communications avec la Terre, sachant qu'il y a environ 1 seconde de délai entre la Terre
et la Lune, le temps que ça y aille, avec la lumière. Vous avez donc la capsule Orion, qui est ici, qui viendrait depuis la Terre pour se docker à la station spatiale et qui pourrait en fait comme ça amener les crews. Vous pourrez par exemple faire des shifts de 2 personnes qui viennent et qui font des allers-retours pendant peut-être 15 jours. Ou un peu plus apparemment, ça serait plutôt entre 30 et 90 jours. Pardon, 90 jours. Et donc vous voyez ici qu'en fait l'orbite elle sera un peu différente que l'orbite de la station spatiale. Ici on a vraiment une ellipse qui sera faite autour de la Lune. Et donc le trajet jusqu'à la surface lunaire, donc comme j'ai dit, il faudra amener des panneaux solaires, des rovers, de la capsule Orion, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nourriture, jusqu'à la Lune, ce qui est quand même beaucoup plus lourd que ce qu'on a, ce qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on a déjà autour de la Terre, parce que c'est beaucoup plus loin. L'altitude de l'ISS, c'est environ 360 km, alors qu'ici, on se trouve à 340 000, 380 000 environ kilomètres de la Terre. Donc ici, vous pouvez voir, c'est une sorte de frise chronologique, mais bon, 2026, c'est peut-être un peu tôt encore. Parce que c'est ça aussi important de savoir dans le spatial, c'est que les dates d'annonce, c'est souvent très retardé. Donc ici, vous avez la Terre, donc là, vous avez l'ISS, qui en fait va normalement rester en orbite jusqu'à 2024, il me semble. Et après, on va la faire descendre. Donc ici, vous avez en fait les différents satellites qui vont venir se poser sur la Lune. Vous avez Orion, donc là, ça sera un vol habité. Vous voyez déjà, à la base, sur cette image, le premier vol, il était prévu en 2020. Maintenant, il a été décalé plus dans les années 2023-2024. Et ici, c'est donc la station spatiale lunaire qui sera mise en orbite autour de la Lune. Et ça, normalement, ce serait dans les années 2026 que du coup, on pourrait faire des allers-retours entre la station spatiale lunaire et le sol lunaire, vous voyez. Ce serait ça aussi l'avantage, c'est que vous aurez en fait votre équipage ici et on pourrait faire des allers-retours à la surface lunaire. Mais bon, du coup, je pense que ça, vous pouvez rajouter peut-être 10 ans. Et donc, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup d'énergie, de puissance d'amener tout ça là-haut. La Saturne V, dans les missions Apollo, en 1 seconde, elle brûlait plus d'essence que ce qu'on utilise pour traverser l'Atlantique en bateau. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Et ils sont en train de concevoir, donc la NASA, ce qu'on appelle le Space Launch System. Donc c'est une sorte de nouvelle fusée qui aura pour but de nous amener vers la Lune, de nous amener vers Mars, ou aussi de ramener des choses en orbite terrestre. Donc chaque vol sera unique, comme la Saturne V. Ce ne sera pas comme la navette spatiale, donc Claude vous parlera peut-être un peu demain, ou qui est réutilisable. Ici, ce sera un tir, à chaque fois il faut tout reconstruire. Elle portera des charges lourdes en LEO. Donc LEO, c'est ce qu'on appelle Low Earth Orbit. Donc en fait, c'est des altitudes basses autour de la Terre. Par exemple, la station spatiale, elle est en altitude basse. Des charges moyennes en orbite lunaire. Donc c'est ce qui, en fait, portera toute cette station spatiale jusqu'à l'orbite lunaire. Parce qu'il faut penser comment est-ce qu'on va amener tout ça là-haut et comment on va réussir à assembler tout ça là-haut. Parce que la station spatiale internationale a été assemblée par la navette américaine qui n'est plus utilisable maintenant, qu'on n'utilise plus. Et aussi des charges utiles dans l'espace profond, Mars par exemple. Et finalement, donc, je voulais ouvrir avec quand même un peu l'arrivée sur Mars, parce que finalement, c'est ça aussi le but. Le but de découvrir donc, la Lune et ensuite d'aller poser le pied sur Mars, c'est un débat qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et en fait, aller sur la Lune, donc le retour sur la Lune, ce sera aussi pour développer les technologies pour le voyage qui fera 56 millions de kilomètres pour aller jusqu'à Mars. Parce que quand on fait 56 millions de kilomètres, le voyage jusqu'à Mars, ce sera environ 9 mois. Donc il faut pouvoir survivre, il faut savoir comment est-ce que le corps humain il va pouvoir s'habituer à 9 mois sans gravité. Il faut aussi comprendre comment est-ce qu'on pourrait avoir des habitats sur place, comment est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes de survie sur place pour faire de l'eau, de l'oxygène, à manger. Et aussi des plans pour une colonie martienne, finalement, où si on veut vraiment aller s'installer sur la planète rouge, il va falloir faire des allers-retours permanents. S'il faut 9 mois pour amener de la nourriture, il faudra que ce soit permanent, en fait, les navettes. Parce qu'on ne peut pas attendre 9 mois la prochaine cargaison. Et tout ça, en fait,
c'est comme ça que la NASA se justifie que pour eux, il faut absolument retourner vers la Lune, construire sa station. Comme ça va nous apprendre comment est-ce qu'on peut faire un long voyage vers la Lune. Cependant, on a quand même, quand on écoute, il y a des gens qui ont des opinions diverses. Il y a des gens qui disent non, c'est totalement débile, on va vraiment dépenser des milliards pour aller sur la Lune et finalement, on ne va rien apprendre. Autant aller directement vers Mars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pensez qu'il faut directement aller vers Mars? Vous avez le droit de me répondre encore une fois. Oui? Non? Ok. Trop compliqué. Alors en fait, il y a ce monsieur, Rupert Zubrin, qui est le président de la Mars Society, qui lui a dit « We do not need a lunar orbiting station to go to Mars, nor can we accomplish in such a station that we cannot do in the Earth orbiting ISS. » Donc pour lui, construire cette station spatiale en orbite, c'est pas la solution, parce qu'en plus, on va pas construire une station spatiale en orbite autour de Mars. On va aller se poser sur Mars. Donc lui, il dit non, on garde la station spatiale, et plutôt, on peut utiliser la Lune, pourquoi pas, pour une base lunaire. Donc construire un habitat directement sur la Lune, au lieu de faire une station spatiale. Et donc là, il dit, if the goal is to build a moon base, it should be built on the surface of the moon. That is where the science is, that is where the shielding material is, and that is where the resources to make propellant and other useful things are to be found. Donc, construire une base lunaire, c'est aussi un des projets, et celui-là, il est développé donc par l'agence européenne, donc l'ESA, que je vous ai présenté ici. Et on contribue aussi notamment en fait la Suisse avec le Swiss Space Center avec ce projet qui s'appelle Igluna, Habitat in Ice, qui en fait consiste à rassembler plusieurs universités en Europe pour en fait travailler les challenges que ce serait d'avoir un habitat en glace sur la Lune. Et ils ont d'ailleurs en fait leur field campaign qui va se situer à Zermatt, donc pendant la deuxième moitié de juin, où là vous allez avoir en fait tous les étudiants donc, de l'Europe qui vont venir tester ce qu'ils ont construit tout le long de l'année. Et donc tout ça pour but, finalement, de se dire, OK, comment est-ce que ça serait si on construisait une base lunaire sur la Lune? Et pourquoi en glace? Parce qu'en fait, il y a des preuves qu'il y aurait peut-être de la glace au pôle de la Lune. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi ce matériau pour cette base lunaire. Donc ça, ce sont tous les projets qui sont en cours aujourd'hui. Et on voit vraiment que chaque pays a sa contribution. Et c'est ça qui est vraiment important, en fait, par rapport à l'époque de la guerre froide, à l'époque des missions Apollo, parce que c'était aussi une époque fabuleuse, mais il ne faut pas oublier que c'était pour se battre, en fait, battre quelqu'un d'autre. Alors que là, on a vraiment compris que la conquête spatiale, c'est pas juste un pays. La conquête spatiale, ça concerne toute l'humanité entière. Donc, on collabore tous ensemble dans le but d'aller, en fait, vers la Lune et vers Mars. Et ce ne sera pas juste le résultat d'un seul pays, ce sera vraiment le résultat de tout le monde, de tous les terriens, de retourner là-bas. Voilà, merci. Donc comme j'ai dit, on a une observation solaire qui est en cours en ce moment, donc juste à la place Condorcet, si vous voulez aller voir. Il me semble qu'aussi, normalement, vous pouvez voir la Lune de jour, si je ne dis pas de bêtises. Mais avant, je voulais voir si vous avez peut-être des questions pour moi. Je suis là pour y répondre. Non? Alors, généralement, ce qu'on fait aussi, c'est quand les gens ils n'ont pas envie de poser des questions, on leur dit qu'ils ont droit à un autocollant gratuit. Parfois, ça aide. Non, toujours pas? Pas d'autocollant? Ah, si. Question, vous avez parlé donc des États-Unis et puis de la Russie. Mais qu'en est-il par rapport à la Chine? Attendez, je vais juste passer le micro. Ah oui, On pardon. ne vous a pas entendu, c'est que les juste à côté. Vous avez parlé des États-Unis et puis la Russie, qui bien sûr avance beaucoup dans le domaine, mais qu'en est-il par rapport à la Chine? Est-ce qu'elle avance? Alors, c'est une excellente question. La Chine avance énormément, en fait. La Chine, beaucoup pensent d'ailleurs qu'en fait, les Chinois seront les premiers à se poser sur la Lune, parce qu'en fait, ils travaillent, on va dire, peut-être un peu moins en collaboration avec nous. On ne sait pas vraiment tout ce qui se passe, mais ils ont posé il n'y a pas très longtemps, je pense que vous avez vu ce satellite sur la face cachée de la Lune, et ça n'avait jamais été fait. Ça a été un peu une surprise pour tout le monde de voir qu'ils ont réussi à faire ça, parce que c'est vraiment une tâche pas simple. Donc vraiment, on pense que les Chinois, ils sont vraiment en train de se développer énormément, et notamment, on l'a vu, chaque année, il y a un gros comité qui s'appelle l'IAC, où en fait, en gros, toute la communauté spatiale, elle se rencontre pour discuter finalement de la conquête spatiale notamment. Et les Chinois étaient vraiment extrêmement présents, alors que la NASA n'était pratiquement pas là.
Donc on pense qu'effectivement, les Chinois se font très discrets parce qu'ils sont moins, on va dire, dans la communication, mais leurs avancées technologiques sont juste énormes. Et eux, ils travaillent sur différentes fusées, donc pas le Space Launch System que je vous ai montré, mais des fusées qu'ils appellent Long March, qui ont pour but aussi d'aller vers la Lune. Et donc on pense qu'effectivement, c'est possible que ce soit même eux les premiers qui y retournent. D'autres questions? Non? Ah. Alors moi j'ai une question pour toi Chloé. Parmi tous ces marcheurs qui sont partis dans l'espace, tous ces gens qui ont fréquenté un peu l'espace, est-ce qu'il y en a un qui tient à cœur plus particulièrement et pourquoi? Les marcheurs ou les astronautes? Tous les astronautes. Ouais, je suis un peu obligée de dire Claude. Alors, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer vraiment beaucoup. J'ai eu l'occasion de rencontrer Claude, que vous allez rencontrer demain si vous venez. J'ai eu l'occasion de rencontrer Charlie Duke, donc le plus jeune marcheur lumière. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Pesquet, donc l'astronaute français. J'ai envie de dire qu'en fait, ils sont tous en fait très accessibles. C'est tous des personnes en fait qui sont prêts à vous parler, qui sont prêts à rigoler avec vous et qui sont vraiment pas, on va dire, hautains. Ils sont vraiment accessibles. Après, la personne avec qui j'ai le plus de plaisir, c'est forcément Claude parce que c'est la personne que je fréquente vraiment de manière quotidienne et que je connais le mieux finalement, on va dire. Mais en tout cas, il est toujours disponible pour vous offrir un verre de café ou un verre de jus de pomme dans son bureau. Donc, il ne faut pas hésiter à y passer. Bonjour, juste une question sur Igluna, le projet Igluna, est-ce qu'on pourrait peut-être en savoir un peu plus? Et une question surtout, pourquoi la glace et pas la rigolite lunaire La glace, c'est pas la quoi? Alors, le projet Igluna, c'est un projet qui se déroule sur 1 an, donc qui a été coordonné par le Swiss Space Center. Je vais juste revenir peut-être sur la slide. Et donc, qui est financé par, en fait, ESA Lab. Comme vous voyez, en fait, c'est une sorte de... Si vous voulez, l'ESA, ils ont aussi un projet pour les étudiants, parce que c'est aussi nous qui allons faire l'avenir de la science. Et leur but, c'est de développer des projets comme Igluna, pour que les étudiants ils soient plus intéressés par le spatial et pour que finalement il y ait vraiment une contribution là-dedans. Donc au niveau du projet Igluna, ça a été lancé il y a à peu près un peu plus d'1 an. Et on a donc généralement une équipe par école. À l'EPFL, l'équipe c'est celle d'archi, me semble. Donc ils ont un peu chacun leur spécialité. Il y en a qui vont s'occuper des structures, il y en a qui vont s'occuper des communications, la survie en fait dans les états extrêmes. Et en fait après ils vont tous se retrouver donc à Zermatt, il me semble que ça commence le 17 juin, pile pendant les examens, et mettre en fait en commun tous leurs projets et essayer en fait de rester là-bas. Il me semble que c'est à peu près 2 ou 3 semaines qu'ils vont y rester. Donc, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des parties ouvertes au public, vous pouvez y aller pour voir à Zermatt. Après, pourquoi pas en rigolite lunaire et en glace, c'est ça? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que, alors, tout d'abord, la glace, c'est comme j'ai dit, c'est parce qu'il y a des preuves qu'il pourrait y avoir de la glace sur les pôles de la Lune. Et aussi, il y a un peu l'aspect budgétaire, parce que finalement, la glace sur le sommet de Zermatt, ça va, on peut en trouver quand même assez facilement, alors que le reste, c'est un peu plus compliqué. Mais là-dessus, je suis pas une grande spécialiste d'Igluna, je connais, on va dire, la surface. Mais si jamais, vous pouvez, demain, il y aura des gens du Swiss Space Center qui seront là et qui travaillent vraiment dessus. Vous pouvez leur poser des questions aussi. Ouais. Bon, merci à tous d'être venus. Et puis, n'hésitez pas à aller à l'observation dehors. Merci beaucoup, Chloé. On vous donne rendez-vous aussi demain et les jours suivants, toujours avec SpaceX sur Service. Donc vous avez le choix maintenant entre les observations à l'extérieur et aussi l'exposition qui est toujours visible jusqu'au 20 août, juste sur les hauteurs du Rolex. Merci beaucoup et bonne journée.